On va dire qu'après toutes les présentations qu'on a vues depuis ce matin, on a pu voir beaucoup de prépa physique, beaucoup de choses liées à physiologie de l'effort, entraînement, et maintenant même avec Mika, une partie un peu plus, on va dire, psychologique. Et en fait, moi je pense qu'il y a ensuite une partie importante dans l'entraînement, c'est plutôt la partie cognitive, c'est-à-dire l'apprentissage que chaque joueur va avoir au fur et à mesure tout au long de sa carrière, tout au long de son école de rugby et tout ce qu'il va apprendre des différents entraîneurs. Donc en fait, au rugby, on a tout simplement une prise d'information visuelle complexe, donc qui est basée tout simplement par deux paramètres importants, qui va être la vision de jeu. Donc moi, que je vais appeler, je vais appeler ça la notion de multiple objet tracking, ou je dirais plus simplement le MOT, et ensuite la mobilité dans l'espace. Je pense que tout ce qui est mobilité dans l'espace et qualité physique, on en a assez parlé aujourd'hui. Moi, je vais vraiment parler plutôt de côté de vision de jeu pour qu'on puisse arriver à une situation où le joueur sera capable d'analyser très très rapidement tout ce qui va se passer autour de lui et dans son environnement. Donc du coup, je reviens à la notion de vision de jeu par l'intermédiaire du multiple object tracking. C'est cette faculté à pouvoir voir simultanément plusieurs objets en mouvement, et de pouvoir les suivre, et de pouvoir les analyser, et de pouvoir les trouver sur un terrain. D'un point de vue de la littérature, il y a plusieurs théories qui ont été, on va dire, données, annoncées. Moi, je vais en donner, on va dire, 3. Donc la théorie de Fint, qui est la plus connue, c'est tout simplement je suis les objets en même temps. Je jette un sachet de billes par terre. Combien de billes on va être capable de trouver à la fin? Donc en général, on va s'arrêter à 3, 4, peut-être 5 pour les meilleurs. Ensuite, il y a ceux qui vont être capables de mettre les billes sous forme de groupe et se dire je vais essayer de trouver le plus gros groupe de billes quelque part. Donc là, s'il y a une chance avec la physique, on va se retrouver à avoir des billes du même côté, on en retrouvera peut-être plus que 5. Et enfin, la dernière, qui est pour moi la plus intéressante, c'est la théorie de Cavanagh, qui dit qu'aujourd'hui, les gens ils vont, dans un premier temps, regarder le mouvement de l'objet, s'habituer à son mouvement, et quand il aura bien compris la physique de ce mouvement, sera capable ensuite en fait, de l'oublier, parce que l'objet, il connaîtra le mouvement. L'exemple que je donne assez souvent, à la Fédé, ils ont l'habitude, quand vous conduisez une voiture, vous ne regardez pas tout le temps la voiture devant vous, le scooter qui est en train de vous dépasser, votre copine qui est en train de parler sur le côté, la voiture qui est en train de vous doubler par la droite et le piéton qui traverse. À un moment donné, vous êtes capable de regarder une seule fois la voiture devant, adapter votre vitesse à cette voiture. Si jamais elle freine, vous le voyez avec les feux rouges. Mais la moto qui arrive derrière, vous la voyez au loin dans votre rétroviseur, vous êtes capable de l'analyser et ainsi de suite. Donc du coup, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir une attention multifocale de tous les objets autour de vous. Le rugbyman, en règle générale, arrive à faire ce genre de choses quand on parle d'expertise, d'experts dans le domaine du rugby. Derrière, on a cette notion donc, de MOT, mais on est rentré ensuite un peu plus encore dans le détail, dans la précision. On s'est dit, derrière, chaque personne va apprendre d'une manière différente. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une variabilité inter-individu. Cette variabilité, chez moi, je vais dire, il va y avoir des gens qui vont être dépendants à des choses. Donc on parlait, Mika, il parlait de dépendance, on va dire, des fois émotionnelle par rapport à son groupe, par rapport à l'entraîneur qui va parler. Moi, je vais parler de dépendance visuelle ou d'indépendance visuelle. Derrière, j'utilise un petit test que Louis a mis en place en 1997, qui s'appelle le RFT ou le Rod Fram Test. C'est un test hyper basique. On met une personne dans une cave, comme celle-ci. On va lui mettre une petite inclinaison et on va lui demander de mettre une baguette, tout simplement, le plus possible à la verticale gravitaire. La personne qui va être dépendante va avoir plutôt tendance, on va dire, à aligner la baguette sur le cadre. Donc si on met une inclinaison du cadre et de l'environnement, par exemple de 15 degrés positif ou négatif, la baguette aura plus ou moins, on va dire, 6 et 8 degrés d'inclinaison dans le sens de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'elle voit mal ou qu'elle n'est pas capable de comprendre son orientation, mais en fait, c'est-à-dire qu'elle va plutôt s'orienter par rapport à ce qu'elle voit. Elle va privilégier plutôt les afférences visuelles. Derrière, les indépendants, ça va être complètement différent. Ils vont, eux, être complètement capables d'aligner la baguette sur la verticale gravitaire, donc du coup, seront plutôt sur une afférence plutôt proprioceptive ou vestibulaire.
Liu, en 2003, il a remarqué, sur une étude, on prend des sports co, donc du handball, du volley, du football, et ils ont remarqué qu'en fait, la plupart des sportifs qui font des sports co, les joueurs, alors là, quel que soit le niveau, avaient tendance à être plutôt dépendants à l'égard du champ visuel. Pourquoi? On ne le savait pas trop. Du coup, à partir de là, on s'est dit aussi, alors du coup, on a vu la variabilité inter-individu, on a vu aussi l'expertise, on va dire, avec le MOT. On s'est dit, il faut peut-être aussi se poser la question, dans le cadre du rugby, de la notion d'équilibre. Un joueur, il n'est pas toujours parfaitement droit, parfaitement seul, à courir à droite et à gauche. À un moment donné, il peut être plaqué, à un moment donné, il peut être poussé, à un moment donné, il peut être la tête dans le gazon, ou au contraire, perdu. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser la question sur la dynamique d'équilibre. Du coup, on a testé avec, Bray a testé et on va essayer de le remettre en place, à voir tout simplement, si on est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Donc je mets un déséquilibre postural, donc soit sur un Romberg unipodal, soit en lui demandant de sauter, soit en étant assis, soit en étant allongé, ainsi de suite. Et on a remarqué que quelqu'un qui est déséquilibré avait tendance à avoir une plus grande perception de la verticale gravitaire, quel que soit le niveau, que ce soit un sportif de haut niveau ou que ce soit un sportif amateur. Du coup, on s'est posé, lors de mon étude, la problématique suivante. On s'est dit, comment identifier le rôle de la posture et le style perceptif dans la capacité à identifier les objets. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dépendant, indépendant, comment il est en règle générale dans le cadre de la MOT, et quelqu'un qui est dans le cadre d'une posture de déséquilibre ou d'équilibre, qu'est-ce qui se passe au niveau du multiple object tracking. Et en plus, on rajoutait une autre variable qui était simplement l'expertise. L'hypothèse, les pros, vu que c'est des joueurs pros, ils devraient avoir une meilleure performance en termes de multiple object tracking, parce que normalement, ils ont une meilleure vision de jeu, quelle que soit la position, donc en position de déséquilibre ou en position normale, mais aussi après un apprentissage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous apprenez au fur et à mesure à faire du tracking d'objets, vous allez développer des petites méthodes et des petites astuces pour toujours trouver plus facilement les objets. Derrière, les indépendants auraient du coup normalement une meilleure préférence à la tâche de MOT dans une situation du déséquilibre. Oui, parce que vu que les indépendants visuels normalement sont sur du vestibulaire, ils auront tendance normalement à augmenter leur capacité à suivre un objet. Je vais essayer de faire vite. Maintenant, donc la population des rugbyman pro, 9 novices. C'est bizarre, je pensais que ça se lançait. Non. Donc l'idée du neurotracker, on a 8 balles jaunes, ça bouge, elles deviennent rouges, il faut en trouver 4 sur les 8. Okay. Ensuite, test du RFT, c'est la fameuse baguette que je vous donnais. Hop, on a notre monde. Ici, on était même capable de voir si la personne avait tendance à incliner la tête, et même avoir derrière une petite position. Les 15 sessions se faisaient dans 3 postures différentes, donc je vous laisse faire le calcul. C'est pour ça que j'avais que 10 rugbyman pro, parce que c'était tous les jours pendant une semaine, 2 heures par sujet. Plus derrière le test perceptif, pareil, en 3 postures. En termes de résultats, on a pu voir qu'il y avait un effet de l'expertise, donc ça on s'en doutait. Les personnes liées à être des joueurs de haut niveau avaient tendance à être meilleures au MOT. On a pu remarquer aussi un effet de l'apprentissage sur la MOT, donc ça on était d'accord. Là où ça devenait aussi un peu plus intéressant, c'est qu'on avait une relation et surtout tout ce qui était une interaction entre la posture et l'expertise, où on voyait que les personnes, les experts, en étant debout, ils n'étaient pas foncièrement meilleurs ou moins bons sur le moment. Donc un expert debout, il était toujours meilleur qu'un novice. Toujours. Alors que dans les autres positions, il était meilleur, mais ce n'était pas significatif. Enfin, on a fait la même chose d'un point de vue posture, session, expertise. Et on a vu qu'on évoluait, donc les novices avaient tendance à évoluer, bien entendu. Par contre, un pro continuait à évoluer même sur un pied, alors que le novice avait tendance à s'effondrer au bout d'un moment parce qu'il était fatigué. Sur le RFT, donc à savoir un petit peu dans la différenciation interindividuelle, donc dans les préférences sensorielles des personnes, on essayait de regarder aussi un peu les choses. Donc d'un point de vue, on va dire, de la posture, il n'y avait pas une grande chose. Vous voyez des différences, on va dire, chez les pros, mais chez les amateurs, c'était pas énorme.
Donc en fait, dans toutes les conditions posturales, les pros étaient toujours indépendants, alors que les novices, c'était un peu tout et n'importe quoi. Hop. Je regardais ensuite s'il y avait une corrélation du coup entre le neurotracker et l'indépendance. Donc on pouvait voir qu'il y en avait une plutôt bonne, que ça soit dans une position allongée, dans une position assise ou dans une position sur un pied. Donc c'est-à-dire que plus une personne était indépendante, plus son score au neurotracker était élevé. C'est vrai que je n'avais pas donné la définition du score du neurotracker, mais c'est simplement la vitesse à laquelle il était capable de la trouver. Donc le nombre de balles ne changeait jamais. Par contre, on passait à des vitesses bien plus grandes. Là, on est à peu près en pieds secondes. Sur un petit écran, je vous assure que ça peut aller très très vite quand on peut voir que des personnes en règle générale qui tournaient entre 1,8 et 2, là c'est vraiment pas mal. Donc plus la personne était indépendante, donc se rapprochait de 0, plus en général elle pouvait être forte. Si jamais elle rentrait dans une dépendance, bah là on voyait que les résultats étaient plutôt faibles. Et ça, quels que soient les résultats. Ces résultats indiquent du coup que la dépendance visuelle n'a aucun effet négatif sur le neurotracker et au contraire de l'indépendance visuelle qui a plutôt un effet positif. En termes de conclusion, et je finirai là-dessus, plus les sujets, on va dire, étaient proprioceptifs, plus ils étaient performants au neurotracker. Donc plus ils étaient indépendants, plus ils étaient performants. Du coup, en termes de perspective, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question sur la détection des jeunes? Donc plus ils sont jeunes, on essaie déjà de voir leurs préférences interindividuelles et ensuite de voir s'il y a on va dire une corrélation avec leur niveau de jeu au niveau du rugby. Mettre en place des entraînements spécialisés, je pense notamment à la réathlétisation des joueurs. Et enfin, la réathlétisation cognitive, peut-être post-commotion, ou si un joueur est blessé, continuer toujours à l'entraîner cognitivement et à le garder, on va dire, éveillé d'un point de vue cognitif. Voilà, merci.